Bonjour, cette présentation portera sur les toxicomanies. Elle vous est présentée par Sandrine, Lydia, Tina et Virginie. La présentation se déroulera comme suit, en commençant par la catégorie diagnostique, puis les éléments épidémiologiques importants, les hypothèses étiologiques les plus probantes, les manifestations cliniques, les critères diagnostiques, les grands principes de traitement, les attitudes à privilégier et, pour finir, avec la conclusion et les références. L'objectif de cette présentation est de vous donner de l'information sur ce trouble afin que vous puissiez mieux intervenir auprès de cette clientèle. Il est important de savoir que la toxicomanie peut être autant associée à des substances illicites qu'à des substances licites, comme le tabac et le café. D'ailleurs, nous parlerons également de substances prescrites par des médecins qui peuvent être utilisées à des fins non thérapeutiques, telles que les amphétamines et les opioïdes. Passons maintenant à la catégorie diagnostique. Selon le DSM-5, la toxicomanie serait classée dans la catégorie d'un trouble lié à l'usage d'une substance, qui regroupe 10 classes séparées de drogues. Voici maintenant les éléments épidémiologiques importants. Au Québec, 25% des élèves du secondaire ont déjà fumé du tabac. Les taux de consommation de tabac au secondaire sont plus élevés chez les filles que chez les garçons. De plus, les statistiques de consommation de tabac sont plus élevées aux États-Unis qu'au Canada. Passons maintenant à la caféine. À l'échelle mondiale, 85% consomment de la caféine sous une forme ou une autre. Par ailleurs, le cannabis est la substance illicite la plus souvent consommée. Au Canada, la prévalence de la consommation à vie de cannabis est de 44,5%. Ensuite viennent les États-Unis avec 41%, puis l'Europe avec 21,8%. À noter qu'on ne retrouve pas seulement du cannabis à ces endroits. Ces trois exemples servent seulement à des fins de comparaison. Toutefois, on observe qu'au sujet de la consommation de drogues telles que les hallucinogènes, les amphétamines, la cocaïne, l'héroïne et l'ecstasy, la prévalence est plus élevée aux États-Unis qu'au Canada. En Europe, elle est moins élevée que dans les autres pays. En ce qui concerne l'épidémiologie au Canada, 13,12% de la population de 15 ans et plus fume la cigarette à tous les jours, et 73,3% de ces fumeurs consomment leur première cigarette dans l'heure suivant le réveil. À ce propos, le délai entre le réveil et la première cigarette est une mesure de la dépendance à la nicotine. De plus, près d'un quart des individus ayant consommé des substances dans leur vie rapportent au moins un méfait lié à la consommation. Les hommes semblent être plus attirés par les substances illicites. Effectivement, 51% des hommes disent avoir consommé au moins une fois une substance illicite au courant de leur vie, contre 40% des femmes. Au Québec, l'âge moyen d'initiation à la consommation de drogue est entre 13 et 14 ans. Aussi, le taux de consommation augmente considérablement au cours de l'adolescence. Ils atteignent leur apogée au début de l'âge adulte pour ensuite diminuer graduellement. En 2006, 13,5% des élèves du secondaire avaient une consommation problématique de drogue ou d'alcool qui nécessitait une intervention. Passons maintenant aux hypothèses et facteurs précipitants. Certains facteurs ont été associés à un risque de consommation problématique plus élevé, notamment être un homme adulte, le célibat, un faible niveau de scolarité et un bas niveau de revenus. Vivre dans un milieu urbain aux États-Unis est associé à un risque plus grand d'usage problématique de substances, alors qu'au Canada, c'est plutôt l'inverse qui a été observé, soit un risque plus élevé en milieu rural. De plus, un risque de consommation de substances illicites particulièrement élevé est associé aux individus en prison et ou sous probation, aux jeunes de la rue et aux individus traités pour problèmes de santé mentale. Passons maintenant aux étiologies biologiques. Elles peuvent être séparées par les facteurs prédictifs suivants: les facteurs génétiques, épigénétiques, les événements stressants au niveau biologique et d'autres facteurs. Des facteurs génétiques peuvent être en cause lors d'un problème de consommation. En effet, un enfant ayant des parents qui ont un problème de toxicomanie est plus à risque de développer ce même problème, étant donné que 40 à 60% de la vulnérabilité de ce trouble est d'origine héréditaire. De plus, des événements stressants au plan biologique, tels qu'une infection lors de la grossesse ou des complications périnatales, peuvent altérer le développement fœtal au niveau neuronal, impliqué dans de nombreux troubles de santé mentale. Aussi, une exposition prénatale à des substances illicites peut apporter de la vulnérabilité pour la toxicomanie. Par ailleurs, plusieurs études évoquent une association avec la maturité cérébrale et la consommation de drogues dures, comme la cocaïne. Ce faisant, une exposition ne serait pas seulement nocive pour un fœtus, mais aussi pour un adolescent. Quant aux autres facteurs, nous pourrions évoquer l'impact d'une exposition prolongée aux drogues sur le fonctionnement neuronal,
qui pourrait être associé au phénomène de tolérance, ainsi que la capacité de modulation du système de récompense. Ce dernier fait référence à la boucle émotionnelle vue dans le cours Mémoire et émotion de Neurosciences 2. Il était question de la recherche de plaisir et du système dopaminergique et de d'autres mécanismes tels que la modification de la plasticité synaptique. Passons maintenant aux étiologies psychologiques. La consommation de substances peut être utilisée comme moyen de défense et de comportement compensatoire devant des enjeux et des conflits psychodynamiques. Par exemple, un individu peut consommer afin de soulager des affects douloureux ou bien de prévenir et contenir une surcharge émotionnelle. Nous pourrions dire que la consommation traduit une automédication en quelque sorte. Ensuite, certains aspects du tempérament, tels que l'hyperactivité physique, une faible capacité d'autocontrôle ainsi qu'une recherche de sensations, peuvent augmenter les risques de consommation, comme le TDAH et les troubles de conduite et la dépression. Enfin, l'attitude vis-à-vis des drogues et certains stimuli peuvent constituer d'autres facteurs précipitants à la consommation. À titre d'exemple, il y a les effets bénéfiques escomptés comme le soulagement de symptômes physiques. De plus, l'association de la consommation à des éléments connexes tels qu'un milieu, une personne ou un événement. Par exemple, si tu consommes toujours avec la même personne, tu risques d'associer cette personne à la consommation et ainsi d'avoir envie de consommer à chaque fois que tu la vois. Finalement, une situation de stress, positive ou bien négative, peut conduire à la consommation. Passons maintenant aux étiologies sociales. Plusieurs facteurs peuvent être en cause, notamment l'environnement de la personne ainsi que la nature des interactions de ces environnements, qui peuvent être des facteurs protecteurs tout comme des facteurs précipitants. Il y a l'environnement familial, comme l'attitude de la famille vis-à-vis des substances, la qualité des interactions entre les membres de la famille ainsi que la communication. Après quoi, nous pourrions parler de l'environnement social de l'individu. Par exemple, l'attitude des pairs par rapport à la consommation ou s'il a dans son cercle social des consommateurs actifs, ce qui pourrait être un facteur précipitant. Et enfin, l'environnement scolaire, où l'on pourrait dire que la réussite scolaire pourrait être considérée comme un facteur de protection, alors que l'échec serait plutôt un facteur précipitant. Les facteurs contextuels et populationnels, comme les prix des drogues, leur disponibilité, la manière dont les médias traitent de sujets de la consommation de drogue, les niveaux d'acceptation sociale, etc. Par ailleurs, nous pourrions dire que la résilience joue un rôle important dans la réponse de l'individu face à ces facteurs et qu'elle pourrait constituer un facteur de protection. Comme il a été précédemment démontré, le développement de la toxicomanie peut être associé à plusieurs facteurs comme ceux-ci. Par ailleurs, comme la consommation d'alcool et de drogues commence souvent pendant la jeunesse, des chercheurs se sont penchés sur les facteurs susceptibles de causer ces problèmes et ceux qui protègent en ciblant particulièrement ce groupe d'âge. Par manque de temps, nous vous invitons à lire les facteurs de risque chez les jeunes par vous-même. Encore une fois, par manque de temps, nous vous invitons à lire les facteurs de protection chez les jeunes vous-même. Passons maintenant aux manifestations cliniques. Pour ce qui est de celles-ci, elles diffèrent d'une substance à l'autre. Premièrement, pour la caféine, une intoxication importante peut entraîner de la désorientation, de la désinhibition, du délire et des hallucinations. Une intoxication extrême peut, quant à elle, causer une fibrillation ventriculaire, ce qui peut être mortel. Lors d'un sevrage de la caféine, il est possible d'observer des symptômes tels que la fatigue, les céphalées, l'irritabilité, les difficultés de concentration, la somnolence et les douleurs articulaires. Pour la nicotine, une intoxication peut entraîner les symptômes suivants, soit des nausées ou vomissements, des diarrhées, de la sécheresse buccale, des palpitations, des céphalées, de l'insomnie, de la lipothymie, une syncope ou même la mort dans des cas extrêmes. Un sevrage de la nicotine entraîne, quant à lui, des épisodes de manque, craving, souvent persistants. Pour ce qui est du cannabis, l'intoxication peut causer une détérioration du fonctionnement cognitif et une modification de plusieurs paramètres biologiques. Un délirium est aussi possible après une consommation importante ou même un syndrome amotivationnel lors d'une utilisation prolongée. Lors du sevrage du cannabis, la rage, l'agressivité, l'irritabilité, la perte de poids et d'appétit, l'anxiété, l'agitation et l'insomnie sont les symptômes les plus fréquemment observés. En ce qui concerne les troubles induits par le cannabis, il est possible d'observer des symptômes psychotiques, des symptômes anxieux ou des symptômes dépressifs. Pour les solvants volatiles, l'intoxication entraîne souvent des hallucinations visuelles ou auditives, de la micropsie ou macropsie et des changements dans la perception du temps. Une intoxication aiguë peut, quant à elle, causer l'hypotension, l'hyperthermie et une dépression du réflexe de déglutition.
Un sevrage des solvants volatiles peut être associé à des symptômes dépressifs et anxieux, une perte d'appétit, de l'irritabilité, des étourdissements, des tremblements et des nausées. Concernant les troubles liés à l'utilisation de ces substances, il faut noter qu'elles peuvent entraîner des détériorations neurologiques importantes lors d'une utilisation prolongée, mais aussi des atrophies cérébrales, des dégénérescences cérébraleuses, des hépatites, des acidoses métaboliques et des insuffisances rénales chroniques. Ensuite, à propos des sédatifs hypnotiques et anxiolytiques, il faut savoir qu'une intoxication entraîne généralement de la somnolence, un ralentissement psychomoteur et des comportements désinhibés. Concernant le sevrage de ces substances, il est souvent possible d'observer une hyperactivité psychomotrice et neurovégétative, mais des convulsions et un délirium sont aussi possibles. Pour la cocaïne et les amphétamines, une intoxication entraîne souvent une augmentation de l'activité psychomotrice, de l'hypervigilance et de l'anxiété. Des arythmies cardiaques et un risque d'infarctus sont aussi possibles. Concernant le sevrage de ces substances, il est fréquent d'observer un syndrome d'abstinence triphasique. Pour ce qui est des troubles induits par la cocaïne et les amphétamines, ces substances peuvent entraîner une psychose avec des symptômes apparentés à la schizophrénie paranoïde. La cocaïne peut également entraîner un délirium d'intoxication lorsque consommée régulièrement. Pour les hallucinogènes, une intoxication entraîne généralement de l'anxiété, de l'agitation et une altération des perceptions. Dans le cas d'une intoxication grave à l'ecstasy, les symptômes sont l'hyperthermie, la déshydratation, la rhabdomyolyse et l'insuffisance rénale aiguë. En ce qui concerne les troubles induits par les hallucinogènes, ces substances peuvent causer un syndrome de reviviscence, un trouble psychotique ou des dysfonctionnements intellectuels comme des difficultés d'abstraction. Et finalement, pour les opioïdes et opiacés, l'intoxication aux opioïdes entraîne généralement un ralentissement psychomoteur et de la somnolence. Une intoxication grave peut, quant à elle, causer une dépression respiratoire et même la mort. Pour ce qui est du sevrage, il peut entraîner de la dysphorie et du craving. Les troubles induits par les opioïdes, qui sont les plus fréquents, sont les troubles de l'humeur, les troubles du sommeil et les dysfonctions sexuelles. Poursuivons alors avec les critères diagnostiques. Pour ce qui est des critères diagnostiques selon le DSM-5, toutes les substances mentionnées plus haut dans la section des manifestations cliniques possèdent leurs propres critères diagnostiques. Malgré tout, en général, le critère A fait toujours référence à un usage récent de la substance en question, sauf pour le sevrage de la nicotine et des opioïdes. Aussi, le critère D de toutes les substances ou le critère E pour les hallucinogènes stipule que les symptômes ne doivent pas être dus à une autre affection médicale ou autre trouble mental ou une intoxication à une autre substance. Voici donc les critères diagnostiques pour l'intoxication à la caféine. Notons que pour le critère B, au moins 5 des 12 symptômes listés sur la diapositive doivent être présents pendant ou peu après la consommation de caféine. Aussi, selon le critère C, ces symptômes doivent causer une souffrance significative ou une altération du fonctionnement. Finalement, pour ce qui a trait au critère diagnostique du sevrage de la caféine, nous vous invitons à consulter le manuel de référence à l'encadré 38.2 de la page 882. Enchaînons maintenant avec les critères diagnostiques du sevrage de la nicotine. Le critère A mentionne un usage quotidien des tabacs pendant au moins plusieurs semaines. Ensuite, le critère B indique que l'arrêt ou la réduction de la consommation du tabac doit entraîner, dans les premières 24 heures, au moins 4 des 7 symptômes listés sur la diapositive. Selon le critère C, il faut que ces symptômes causent une souffrance significative ou une altération du fonctionnement. Concernant les critères diagnostiques de l'intoxication au cannabis, le critère B indique que l'usage du cannabis entraîne des changements comportementaux et psychologiques problématiques et cliniquement significatifs, tels que démontrés par les 6 exemples affichés sur la diapositive. Pour ce qui est du critère C, il faut qu'au moins 2 des 4 symptômes indiqués sur la diapositive se développent dans les 2 heures qui suivent la consommation du cannabis. Aussi, pour ce qui a trait aux critères diagnostiques du sevrage du cannabis, nous vous invitons à consulter le manuel de référence à l'encadré 38.3 de la page 886. Maintenant, pour ce qui a trait aux critères diagnostiques de l'intoxication aux solvants volatiles, le critère B indique que l'usage de solvants volatiles entraîne des changements comportementaux ou psychologiques problématiques et cliniquement significatifs tels que démontrés par les 3 exemples affichés sur la diapositive. Pour ce qui est du critère C, il faut qu'au moins 2 des 13 symptômes indiqués sur la diapositive se développent pendant ou peu après l'usage ou l'exposition aux solvants volatiles.
Voici maintenant les critères diagnostiques de l'intoxication aux sédatifs, hypnolytiques et anxiolytiques. Selon le critère B, les changements comportementaux ou psychologiques problématiques et cliniquement significatifs tels que démontrés par les trois exemples affichés sur la diapositive doivent se développer pendant ou peu après l'usage de ces substances. Pour ce qui est du critère C, il faut qu'au moins un des 6 symptômes indiqués sur la diapositive se développe pendant ou peu après l'usage ou l'exposition aux sédatifs, hypnolytiques ou anxiolytiques. Finalement, pour ce qui a trait aux critères diagnostiques du sevrage de ces substances, vous pouvez vous référer au tableau 38.9 de la page 890 du manuel de référence. Ensuite, concernant les critères diagnostiques de l'intoxication à la cocaïne ou aux amphétamines, il faut d'abord, selon le critère B, que des changements comportementaux ou psychologiques problématiques et cliniquement significatifs tels que démontrés par les 7 exemples affichés sur la diapositive se développent pendant ou peu après l'usage de ces substances. Pour ce qui est du critère C, il faut qu'au moins 2 des 9 symptômes indiqués sur la diapositive se développent pendant ou peu après l'usage de la cocaïne ou des amphétamines. De plus, concernant les critères diagnostiques du sevrage de ces substances, vous pouvez vous référer au tableau 38.13 de la page 894 du manuel de référence. Voici maintenant les critères diagnostiques de l'intoxication aux hallucinogènes autres que la phencyclidine. Concernant les critères B, il faut que ces changements comportementaux ou psychologiques problématiques et cliniquement significatifs tels que démontrés par les 5 exemples affichés sur la diapositive se développent pendant ou peu après l'usage de ces substances. Ensuite, selon le critère C, il faut que l'hallucinogène cause 6 altérations des perceptions et ce, en pleine conscience et dans un état de plein éveil. Le critère D, quant à lui, indique qu'au moins 2 des 7 symptômes indiqués sur la diapositive doivent se développer pendant ou peu après l'usage d'un hallucinogène. Pour ce qui est de la phencyclidine, voici donc ses critères diagnostiques. Premièrement, les critères B indiquent que des changements comportementaux ou psychologiques problématiques et cliniquement significatifs, tels que démontrés par les 4 exemples affichés sur la diapositive, doivent se développer pendant ou peu après l'usage de cette substance. Pour ce qui est du critère C, il faut qu'au moins 2 des 8 symptômes indiqués sur la diapositive se développent pendant l'heure qui suit l'usage de la phencyclidine. Maintenant, concernant les critères diagnostiques du sevrage des opioïdes, il faut, selon le critère A, être en présence d'au moins un des 2 circonstances inscrites sur la diapositive. Ensuite, concernant le critère B, il faut qu'au moins 3 des 9 manifestations indiquées sur la diapositive se développent de quelques minutes à quelques jours après le critère A. De plus, le critère C mentionne que ces manifestations doivent causer une souffrance significative ou une altération du fonctionnement. Pour terminer la section des critères diagnostiques, abordons maintenant les critères diagnostiques de l'intoxication aux opiacés. Tout d'abord, selon le critère B, il faut que les troubles du comportement ou des modifications psychologiques se développent pendant ou peu après l'usage de cette substance, tels que démontrés par les 4 exemples affichés sur la diapositive. Finalement, concernant le critère C, il faut observer une constriction ou dilatation pupillaire, ainsi qu'au moins un des 3 symptômes indiqués sur la diapositive, et ce, pendant ou peu après l'usage d'opioïdes. Poursuivons maintenant avec les différents traitements possibles. Tout d'abord, pour les traitements, il faut savoir que l'American Society of Addiction Medicine évalue les besoins des patients selon 6 dimensions. Il vous est possible pour vous de regarder et de lire les 6 dimensions. De plus, il y a 5 niveaux d'intensité de soins. Vous pouvez aussi lire les 5 niveaux d'intensité de soins. Le premier grand principe d'intervention comprend les traitements psychologiques. Le but de ces traitements est de prévenir la rechute lors de la période d'abstinence suivant l'arrêt de la consommation ou de diminuer la consommation et ses méfaits dans le contexte d'une reprise de la consommation. Les traitements psychologiques comprennent plusieurs thérapies telles que la thérapie motivationnelle, la thérapie de prévention de la rechute, comportementale, cognitive et psychodynamique. Sur la diapositive, les particularités des thérapies psychologiques sont indiquées. Ensuite, il y a les interventions sociales qui font partie des grands principes de traitement. Il y a la thérapie familiale qui est importante afin de comprendre la nature des liens établis entre les individus. Elle permet aussi d'identifier les éléments du fonctionnement familial qui auraient des influences sur la toxicomanie et la perturbation du problème. Elle peut aussi aider à amener la famille à changer les attitudes et les interactions problématiques. Les groupes de soutien sont une autre intervention sociale. Ils sont très accessibles et diversifiés. Finalement, il est important de savoir que la personne peut éprouver de la douleur et qu'un traitement soit nécessaire.
Le fait que la personne se plaigne de la douleur pourrait être perçu comme une forme de manipulation afin d'obtenir des opioïdes. Mais il se pourrait que cette douleur ressentie soit légitime et la personne ait en droit de recevoir un traitement adéquat. Malgré le risque qu'un problème d'abus ou de dépendance aux opioïdes apparaisse, si la douleur ressentie nécessite une médication incluant des opioïdes, il n'y a aucune restriction en présence d'une toxicomanie active. En ce qui concerne les traitements efficaces selon les données probantes, il a été identifié dans cette revue systématique que les interventions brèves, la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie motivationnelle et les principes des 12 étapes étaient efficaces afin de diminuer la consommation de substances. Si vous voulez connaître les 12 étapes établies par les alcooliques anonymes, elles sont présentées à la page 867 du manuel de cours. Dans cette revue, il a été mentionné qu'il faudrait faire davantage de recherches sur l'impact de la participation dans la vie communautaire pour le rétablissement à long terme pour une personne avec des troubles dans la consommation de substances. En effet, la revue indique que le rétablissement ne survient pas sans l'engagement de la personne dans des occupations satisfaisantes et significatives dans le but qu'elle puisse construire une identité dissociée de l'utilisation de substances. Dans un contexte de toxicomanie, il est important d'adopter certaines attitudes envers le patient. Tout d'abord, il faut traiter la personne toxicomane de la même façon que tout autre patient concernant les étapes et les choix des modalités de traitement. De plus, il est important d'avoir une attitude ouverte et exempte de jugement. Le thérapeute doit aussi avoir foi en la capacité de changement de la personne. Enfin, pour une approche motivationnelle efficace dans la thérapie motivationnelle, il est important de renforcer le sentiment d'efficacité personnelle du patient et de faire preuve d'empathie. Pour conclure, nous espérons que cette présentation était assez complète afin d'enrichir vos connaissances concernant les toxicomanies. Nous pouvons revenir sur quelques points importants, comme le fait que les manifestations cliniques liées aux intoxications sont assez diversifiées par le fait qu'il y a diverses substances qui peuvent être consommées. De plus, il est important de tenir compte des douleurs exprimées par la personne et miser sur des traitements psychologiques et des interventions sociales. Enfin, il est important de retenir que les personnes toxicomanes doivent être traitées comme n'importe quel autre patient et qu'en aucun cas il faut porter des jugements à leur égard. Nous espérons que notre présentation ait pu défaire des préjugés concernant ces personnes. Merci de votre écoute. Voici les références qui ont été utilisées pour cette présentation.